Vraiment, on vous connaît, comme dit la maman. Pourquoi je vous ai réunis et pourquoi je vous souhaite que le live reste sur Facebook? Parce que je veux que les autres personnes qui n'aient pas eu le temps d'être là en direct et d'écouter viennent écouter. Parce que moi, quand Dana, j'ai à dire, je dis. Et puis, la question que j'ai envie de poser, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est ça le vrai point. Je suis venu répondre à mon frère Lucas parce que les propos qu'il a eu à tenir quand même me laissent un peu assez perplexe en fait. J'ai besoin d'être dans Facebook. Donnez-moi une minute. On va écouter ce qu'il a eu à dire. Je vais répondre au fur et à mesure. Moi, j'ai pas de problème avec Lucas. On s'entend très bien. Comment il s'appelle? Le fils Tomo, là. Je m'entends très bien déjà avec ses tantes. J'ai de très bonnes relations avec les filles de mes os. Mais un tel message, je me dis que non. Ça commence à devenir un peu la goutte d'eau de trop, en fait. Et vous savez, il y a un adage dans la vie qui dit que qui ne dit mot consent. Parce qu'il y a des petits messages qui passent, des petits messages à caractère, comment on appelle ça, tribaliste, là, des petites piques, là. Et puis on se dit, bon, nous sommes des leaders d'opinion, nous on donne notre avis sur la question, on n'a pas besoin de rentrer ou d'entretenir ce genre de débat. Même si certains estiment que, bon, on me fait un procès en sorcellerie, honnêtement, la vérité, vous savez c'est quoi? C'est que ça me laisse réellement à 37 de ma température. Ça ne m'empêche pas de vivre, ça ne m'empêche pas de m'épanouir, ça ne m'empêche pas de mener mes activités. Mais un tel message, il faille à un moment donné qu'on puisse écouter ça ensemble et je vais répondre au fur et à mesure. Ça va durer 4 minutes. Partagez le live massivement. Écoutez. Parce que, vous savez, les grands feux de brousse là, quand ça, c'est-à-dire que quand ça ravage, le feu de brousse commence toujours par la tige d'allumette ou le briquet sur l'essence ou la tige d'allumette sur le petit rassemblement de paille. Mais les gens laissent passer, les gens laissent passer, les gens laissent passer. Et les gens ne se rendent pas compte qu'on est en train d'entretenir un climat qui peut emmener le pays dans l'embrasement. La vérité, c'est quoi? J'ai déjà dit la vérité ici. J'ai dit que nous ne sommes pas les seuls au Gabon. Il y a d'autres communautés qui sont assises pour nous depuis 60 ans, qui nous regardent, nous partager l'argent du pétrole gabonais entre certaines ethnies du Gabon, et pour ne pas dire certaines régions. On a l'impression qu'on se prend pour des ayants droit, que c'est nous seulement qui existons. Mais ce pays a une histoire. Depuis que le Gabon et la République a décidé de devenir un État-nation, vous avez déjà vu la communauté autochtone de notre territoire, comment on appelle ça? Notre circonscription territoriale dont nous en avons hérité, les uns comme les autres parler. J'ai dit que mais on ne peut pas parler de restauration d'institutions si on ne tient pas compte de la légitimité du peuple souverain, le peuple d'origine, que nos parents ont trouvé dans ce pays. Les pygmées, nous les trouvons que ce soit au nord, que ce soit au sud, même au centre du Gabon, nous les trouvons là. Qu'est-ce que nous en avons fait? Même nos prédécesseurs. Comment on peut continuer à se partager les intérêts entre fils et filles des Bantous et on néglige ces communautés-là? Nous avons les peuples Tsogo qui sont certes minoritaires mais qui sont des autochtones. Ce sont les premières nations, on les appelle de First Nation. Ils sont là. Et personne ne parle pour eux. J'ai l'impression que le Gabon appartient aux femmes,
aux gens du Haut-Ogoué, au Nzebi, au Miene et au Pounou. C'est le même clic qui font le désordre à la tête du pays. On ne doit pas parler parce qu'apparemment, il y a les gens qui crachent le feu dans le pays là. C'est vous qui crachez le feu ou c'est nous qui crachons le feu. C'est pourquoi pendant près de 80 ans, on va un siècle. Ces communautés qui sont mises en minorité, les oubliés de l'histoire du pétrole gabonais, du manganèse, de l'uranium, de l'or, de tout ce que comporte comme ressources minières. Ces communautés sont assises en train de nous regarder, nous partager les avantages du pays et les intérêts entre nous. Vous pensez que nous sommes les seuls dans ce pays-là? On se prend pour qui? Mais c'est parce que les Gabonais ont une culture pacifiste. Parce que les Gabonais n'ont pas la culture de la violence. Mais à un moment donné, ça commence à bien faire. J'ai vu une vidéo que j'ai partagée. Je l'avais dit. À Fumboula, j'ai dit non, 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 non. On ne peut pas partir s'asseoir à l'Assemblée législative et ne pas tenir compte de la situation des autochtones. À un moment donné, il faut qu'on restaure la dignité de ce peuple-là. C'est les grands oubliés, les opprimés. L'histoire est là comme le témoin oculaire du temps. Pour nous rappeler à nos consciences collectives que nous venons de quelque part. Nous avons des origines. On ne peut pas se partager les intérêts du pays sans restaurer la dignité de ces peuples-là. C'est un peuple souverain. Quand on parle de restaurer les institutions, Monsieur Tomo, Lucas, mais de quelle institution parlons-nous? La première institution, c'est l'homme. La première institution, c'est l'individu, les citoyens que nous sommes. Pourquoi nous essayons de trouver des consensus et des stratagèmes pour pouvoir faire en sorte que le bien-être soit collectif? C'est parce que d'abord, nous avons pour souci d'améliorer les conditions de vie de la première institution que nous sommes. Nous, les individus, les citoyens que nous sommes. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Quand nous dénonçons le banditisme qui se passe à la tête du pays, je ne vois pas pourquoi on veut tribaliser l'affaire. C'est incroyable, hein? Je ne vais pas assimiler, mais à un moment donné, j'en appelle au leadership de la communauté Fon et en particulier du Wellington. Ça commence à bien faire. Parce que nous là, nous les petits enfants du Sud là, on se lève, hein? On parle à nos parents ici. J'ai l'impression que dès que tu veux mettre en exergue les tares qui patauchent une certaine communauté ethno-linguistique au Gabon, ça devient la fatwa. Il ne faut pas dénoncer. On va dans des pics. Oui, pourquoi Lucas, de tout ce qui a été dit sur Persis, Lionel et Sono, c'est seulement ce que les non-fans ont dit que lui, il a retenu. Il faut aller prendre un titre foncier ou un titre de légitimité pour parler. Il y a des femmes qui ont parlé de l'histoire de Persis. Pourquoi ils n'en font pas des choux gras? Nous parlons d'un Gabonais. D'abord, nous ne parlons pas de Persis parce qu'il est fort. Nous parlons de Persis parce que c'est un citoyen qui ne peut pas se retrouver accidentellement ou volontairement à gérer un fonds aussi important qui est le fonds souverain, mis à la disposition même des générations futures. C'est-à-dire que à un moment donné, hein, Lucas, tu sais, on va écouter ce que tu vas dire parce que tu penses peut-être que tu as affaire à des Gabonais d'une autre génération. Nous, on est allés à l'école. Hein. Même le fait que nous soyons allés vers l'école, on en a hein, dans la matière. Pour gérer une telle fonction, la plupart du temps dans des pays qui se disent sérieux, ce sont des postes de privilège, c'est un poste élitiste. Ça veut dire qu'on fait la promotion de l'élitisme au Gabon. C'est devenu comme un porte-étendard. C'est une vitrine. C'est pourquoi, quand on a envoyé DSK au FMI, on enlève son sale comportement qu'on n'aime pas. DSK, son parcours est palpable. C'est un banquier de très haut niveau.
Pour remplacer ADSK, on est allé prendre une dame qui a marqué son temps et son histoire, Madame Lagarde, aujourd'hui, pour la mettre à la tête du FMI. Elle est à la tête du FMI ou bien de la Banque mondiale, pardon. Précisez-moi dans les commentaires. Parce qu'il en va de la réputation de la République française. Quand tu arrives à ce niveau de fonction, tu as la responsabilité de porter la réputation de ton pays. C'est pourquoi même Omar Bongo, qui était un sous-lettré, ne s'hasardait pas à donner des postes. C'est un poste diplomatique. Il y a la diplomatie qui est derrière le poste de Persis et Sono. Les gars à qui il aura affaire, ce sont des gars qui ont un background. Moi, je ne connais même pas. C'est qui il a remplacé à son poste de fonction. Mais sa réputation le précède. On dit que c'est un gars qu'Oligui est allé chercher. Pourquoi? Parce que lors des visites d'Oligui, ce n'est pas le gars qui a fait parler de lui. Comment le recrutement à ce niveau de fonction se font? Ça se fait par lettre de recommandation. Ça se fait par discours de sollicitation. C'est comme les Oyemba, c'est comme les Amo. Ce sont des Gabonais qui ont fait briller le nom du Gabon à l'extérieur. Puisque tu veux qu'on tribalise le discours, voici des Gabonais qui nous ont rendus fiers. Moi, j'ai écouté des panels qui se sont faits. Des spaces, des forums qui se sont faits au niveau de la banque sous-communautaire régionale que nous partageons avec nos voisins et nos frères et les pays amis du Gabon. Mais Oyemba fait partie des uniques gouverneurs qui a révolutionné le fonctionnement de la banque communautaire centrale de nos États en son temps. Comme tu veux qu'on parle des fonds, voici un fonds qui a fait briller le Gabon à l'extérieur. Le seul et unique Gabonais qui a dirigé la direction générale du pétrole mondial, dit l'OPEP, qui a son siège à Houston, c'est un monsieur Fan. Il s'appelle monsieur Nangema. Voici les gens qui ont fait briller le Gabon à l'extérieur. Amo, André Bobam, feu Amo que nous avons aimé, que nous avons chéri. Tu es allé regarder les notes à l'école de Amo. Tu es en France, au lieu de gratter ta barbe en longueur de journée, est-ce que tu as un jour eu le réflexe d'aller investiguer sur le profil moral qui était André Bobam? Quel genre d'élève il a été à la Sorbonne en France? Moi, je suis allé au Fonds monétaire international. Je suis allé à la Banque mondiale. C'est moi qui vous ai montré la valeur de M. Raymond Donsima. Quand tu as vu Donsima venir gérer le trans-gabonais, c'est pas parce que il était... Non, c'est parce qu'on a fait asseoir le président Bongo et Georges Raouri en son temps en disant il est certes jeune, mais ses notes à l'école ont démontré qu'il est au-dessus de la moyenne. Tu sais qui est M. Raymond Donsima? Ce n'est pas un économiste comment on appelle ça, un économiste comme les autres. Monsieur Raymond Donsima est surdoué. Ça veut dire qu'il a eu ce diplôme avec mention. Parce que tu peux être, comment on appelle ça, tu peux être diplômé. Mais le monsieur là, sur la marge de son diplôme, on a donc, c'est-à-dire que son collectif, le professorat collectif a estimé qu'il fallait qu'il lui donne une note. Et il fait partie des Gabonais qui ont eu son diplôme avec mention. Un économiste de renom. Voici les Gabonais forts qui ont fait briller le Gabon à l'extérieur. Raymond Donsima a géré le trans-gabonais. On dit que yes! En matière d'administration, je ne sais pas si dans cette génération-là, il y a quelqu'un qui l'équivaut, qui gère l'administration. C'est un technocrate, c'est un monsieur qui est habitué. Parce que c'est ce pourquoi il a été diplômé, il a été enseigné. Quand on parle de PS6, qu'est-ce qu'on en a à foutre de PS6? Mais on estime qu'il faut redonner une nouvelle dynamique à ce pays, que c'est le clientélisme. Que les gens du Haut-Togo et leurs amis ont eu à faire
pendant plus de 60 ans qui a mené ce pays-là, où il se trouve aujourd'hui. On ne parle pas de vous. Vous allez nous faire quoi? C'est ça la question en fait. Moi je prends Henri-Claude Oyima ici. Je le bimse jusqu'à le feu sort. Mais on enlève le fait que c'est un voleur. Parce qu'il faut le dire. Je parle de Henri-Claude Oyima ici. Henri-Claude Oyima, c'est pas mon parent du Haut-Ogoué. Tu te prends pour qui à la fin, Lucas? Tu penses que tu fais peur à qui? Tu menaces les gens longueur de journée. Si on attaque au Légui, on verra. C'est fort. Tu vas faire quoi? Toi qui? Tu es qui? That's the question. Tu es qui, en fait, dans ce pays-là? Tu es qui, en fait? On parle de persiste parce que on estime que le banditisme doit s'arrêter, le copinage doit s'arrêter. Nous voulons un Gabon de l'excellence. Et à un moment donné, nous devons être, comme on doit être strict envers nous-mêmes. Au jour d'aujourd'hui, on parle de plus de 300 milliards détournés pendant l'émergence. L'un des instigateurs clés de cette supercherie, de ce banditisme-là, c'est le fils de Marie-Madeleine Bouanso, Fabrice Ondjoa. J'ai parlé ici de mon parent Luther Abouna. Toi, tu connais les liens que Nina Abouna a avec ma mère et ses sœurs. Tu connais qui est Nina Abouna pour moi? Tu sais que Nina Abouna, la grande sœur de Luther Abouna, tu sais qu'elle m'a vu grandir? J'ai pris ma tante ici, Félicité Ngoubli, je l'ai jetée à la Vénique populaire. Mais attendez, à un moment donné, c'est quoi ça? Tu connais qui est Félicité pour moi? Tu sais qui est Félicité Ngoubli? Mais j'ai l'impression en fait que ça devient de la manipulation en fait. Quand les sudistes insultent leurs parents, ça te fait bander, n'est-ce pas? Là, on est vraiment intègre, on fait le vrai combat. Lui-même, au Ligila, il n'est pas du Haut-Ogoué. Hein? Ce que vous voulez emmener, je vous dis. On va maintenant, en fait, faites-nous ce que vous voulez. Parce que depuis on ne répond pas, c'est comme si on a peur. C'est pas que la peur. Oh. Il y a un adage ivoirien qui dit que c'est par respect que l'éléphant vient détruire le champ du paysan la nuit. La véritable question bas et la question à soulever, c'est que si l'éléphant vient la journée, qu'est-ce que le paysan pourra faire? C'est ça en fait. Vous n'avez tellement rien à apporter à la classe politique d'aujourd'hui que vous êtes obligé d'alimenter les débats, comment on appelle ça, tribalistes. Parce que vous n'avez aucune plus-value en matière, en matière de participation en fait, collective. Vous n'avez rien à apporter à ce pays. Vous êtes obligé d'entretenir aujourd'hui un climat délétère et alimenter la firme tribaliste en fait. Mais c'est à quelle fin? Vous pensez que si ce pays-là brûle tous les voisins que le Gabon a là, vous allez vous en sortir en Guinée équatoriale? Vous allez vous en sortir au Cameroun? J'ai envie de voir un peu. Ou bien on va s'en sortir au Congo? Comme on passe le temps à se traiter de Congolais, d'Équateur, des Camerounais entre les pays frontaliers? Mais nous irons en esclavage. Partout. On ne doit pas parler. Depuis que le Gabon est Gabon, vous avez déjà entendu les populations du sud du Gabon venir réclamer l'argent de leur pétrole qui a été dilapidé par Ping et ses amis, par la famille, par Dosunaki, qui s'est accaparé de l'argent du pétrole gabonais. C'est ça le vrai point. Les populations de Mandjindoulou. Et j'ai toujours dit, Jonas est légitime. Toi, depuis que tu fais les tours entre le Gabon et Paris, est-ce qu'un jour, tu t'es déjà posé la question de savoir, ok, là je vais faire le tour du pays, je vais aller voir la situation de vie des populations habitantes
et, comment on appelle ça, la situation des riverains de la province ou de la région ou du moins qui a fait la fierté de notre pays. Tu ne sais pas qu'il y a des peuples qui habitent là-bas? Vous avez déjà vu les Guissir, vous avez déjà vu les Lumbu, les Bavarama, tous ces pays, on les appelle souvent chez nous les petites ethnies. Vous les avez déjà vus. Un jour venir nous revendiquer l'argent de leur pétrole qui a été dilapidé entre quelques ethnies du Gabon. Il y a une personne au soir de sa mort qui est décédée avec plus de 1000 milliards dans son compte en banque. C'est prouvable. L'un des hommes forts de ce pays a été un Mienné du Moyen-Ogooué. Mais la différence avec nous, c'est que les Mienné, eux, quand ils mangent, ils ferment leur bouche. Sinon, s'il y a des gens puissants dans ce pays-là, ce sont les Mienné du Moyen-Ogooué. Quand vous partez même dans tous les grands sièges stratégiques, même des organisations d'obédience ésotérique, ce sont les Mienné du Moyen-Ogooué que vous allez trouver là-bas. Les grandes familles Mienné que vous allez trouver là-bas. Qui ont même marié leurs enfants, qui ont la consanguinité avec la famille Bongo Ondimba. Mais vous savez pourquoi vous ne les voyez pas? Parce que c'est une communauté qui a la culture de l'argent. Pourquoi? Parce que beaucoup sont des côtiers. Vous allez prendre les peuples Akan en Côte d'Ivoire, des lagunaires. Vous allez remarquer les mêmes traits de caractère civilisationnel chez eux. Parce que ce sont des peuples avoisinant l'eau. De la même manière, je vais te bloquer, hein, Biyogé. Tu ne me distrais pas. J'ai déjà remarqué que dès que je veux parler des facturantes en trans, ici, tu ne me dis pas quoi faire. Je parle des fonds. Si le live ne te plaît pas, tu sors. Tu ne me dis pas il faut faire attention. Je ne suis pas une enfant. J'aurai 40 ans l'année prochaine. Quand je parle des gens de Haut-Togo ici, tu ne viens pas faire tout ce que tu es en train de raconter là. Quand je parle des Pounou ici, tu ne racontes pas ce que tu racontes. Tu ne veux pas nous interdire de dire ce qu'on a envie de dire. On s'en fout en fait, je m'en fous. Il n'y a personne qui me dit quoi faire. Merci. Quand tu vas au Sénégal, vous allez voir les peuples, les Saint-Louisiens. Vous allez remarquer que beaucoup même sont les plus lettrés. C'est eux qui sont beaucoup allés à l'école. C'est eux qui ont des diplômes. Vous voyez, non? Parce que ce sont des peuples lagunaires, avoisinant l'eau. Et vous allez remarquer que ils ont parfois des postes stratégiques même dans l'État sénégalais. Mais comme ils sont un peu, bon, je ne veux pas dire qu'on est incivilisés. Ils sont, bon, je vais quand même le dire, ils sont assez civilisés. On a l'impression qu'ils savent se fondre dans la masse. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une histoire des fonds, des non-fonds. On va écouter le discours de Lucas. À l'époque d'Ali Bongo, écoutez. on donne les postes à responsabilité aux écrans. Écoutez, l'école est bien. Le Gabonais est mauvais. Le Gabonais. À l'époque d'Ali Bongo, vous vous plaignez qu'on donne les postes à responsabilité aux étrangers. Aux gens qui sont pas nés au Gabon, aux gens qui ont fait quoi. Tout ça là, c'est toujours vous. Aujourd'hui, on va parler de M. Persis Essono. Qui est Persis Essono? Persis Essono est un Gabonais. Un homme d'affaires qui était avec nous. Lucas, je t'invite à venir nous épiloguer. Venir nous donner les références d'affaires. Le patrimoine d'affaires qui est palpable, hein, qui est factuel, que tu pourras démontrer de manière juridique. Je t'invite à nous apporter les avoirs de Persis Essono. Comme apparemment, lui, il bénéficie de toute exception parce qu'il serait gabonais. D'accord, on ne refuse pas, mais tu vas nous apporter les preuves de ce que tu avances. Tous les jours, au Trocadéro, qui était avec nous.
certains d'entre vous, un comme moi, Persis m'a aidé. Pas en me donnant de l'argent, mais à chaque fois qu'on se retrouvait en difficulté pour aller chercher de la bouffe ou quelque chose, Persis se proposait toujours avec sa voiture. Les conseils, il m'a aidé. Quand mes enfants sont arrivés en France, Persis m'a aidé. Aujourd'hui, vous vous permettez d'arriver sur les réseaux, dire qu'il a menti sur son CV, que sa banque a mis 200. Mais lui, au moins, il a créé. Moi, je dis, vous là qui êtes dans la diaspora, là, il faut que vous arrêtiez vos histoires de bêtises, là. Il faut que vous arrêtez ça. Je dis, j'ai vu toute la toile, tout le monde en train de parler. Même les gens qui dorment dans les salons, les gens viennent parler. Je demande, Lucas, j'ai envie de te poser une question. Attends, je vais te bloquer. Parce que tu me distrais, je vais te débloquer après le live. Allez, dégage. Donc, j'ai envie de poser la question à mon frère. Tomo, quand tu insinues que même les gens qui dorment dans les salons des gens, dis-moi un peu, c'est un délit? Dormir dans les salons des gens? C'est la question que j'ai envie d'abord de te poser. Est-ce que c'est un délit de dormir dans les salons des gens? Hein? Les Gabonais, je demande, Lucas parle de dormir dans les salles. Vous voyez comment il déplace les débats? Quand tu as lu l'histoire des hommes qui ont influencé même le milieu de la finance ou de l'économie, tu as lu combien d'histoires? Quel est le parcours de ces personnes-là? Qui t'a dit que parce que on dort dans le salon de quelqu'un, qu'on est dépourvu de tout sens? C'est qui? Vous voyez, non? Quand je vous dis qu'à un moment donné, le mal est profond, les gens pensent que je suis en train de blaguer. Les Gabonais, c'est évident, c'est patent. Et ce qu'il y a de dangereux, c'est que des jeunes d'aujourd'hui sont les futurs boulets de la société de demain. Je te prends l'histoire du propriétaire des KFC. C'est quelqu'un, c'est à la fin de sa vie que le sort l'a fait grâce de devenir le milliardaire que ses enfants sont aujourd'hui. Tu connais le parcours, tu ne vois pas les vidéos ou les photos souvenirs de Barack Obama avec des habits de paysans. Tu allais voir de quelle famille vient la famille du père d'Obama. C'était une famille citoyenne kenyane. Comme tous les citoyens du monde. Barack a ses demi-frères. On a montré même dans quelle situation. Le père de Barack Obama était enterré, enseveli au Kenya. C'est parce que, à un moment donné, les adversaires politiques d'Obama ont voulu l'attaquer sur ça en disant ce n'est pas un bon frère, ce n'est pas un bon enfant, il ne peut pas être un bon président. C'est avec la honte là que Barack est allé refaire le sépulcre de son père. L'un des derniers frères de Barack, né de même père, vit dans des cas, un taudis du Kenya. S'il fallait regarder au parcours et au passé de tout un chacun, donc finalement la réussite n'allait pas, comment on appelle ça, n'allait pas être le partage de tout un chacun. Parce qu'on dirait que finalement, il y a des gens qui sont réservés à réussir dans la vie parce que eux ils ne dorment pas dans les salons des gens. Je vais couper le live sur TikTok. Bye. J'ai vraiment pas le temps aujourd'hui. Je suis de mauvaise humeur. C'est ça en fait le vrai point. Le frangin, quand il dit que oui, hein, les Gabonais, vous parlez, blablabla. Quand tu regardes la famille même de ton frère là, Oligui, parce qu'aujourd'hui il est devenu votre frère. Je vais tellement te laver que you didn't know who I am exactly. Vous voulez quoi à la fin? On vous a demandé le président de la transition de la République, chef de l'État, j'ai nommé son excellence plus que toi le Pingama. Il vous a demandé de rentrer chez vous. Mais comme beaucoup d'entre vous là,
ont raté leur vie. Et beaucoup d'entre vous suivent les conseils de certains vieux ou de certaines personnes qui sont là-bas, qui disent qu'il ne faut pas rentrer. Nous sommes dans une dictature. Pardon, nous on vit, on travaille, on mange. Vous ne pouvez pas tout critiquer quand même. Lucas, toi tu es français, non? On ne critique pas en permanence la politique du président Macron. Au jour d'aujourd'hui, une très grande partie de la classe politique française pleure le départ de M. Le Pen qui aura marqué son temps dans le cours de l'histoire de la politique et de la critique des politiques en France. Toi qui es citoyen français, toi tu peux venir reprocher aujourd'hui aux enfants nés de la relation incestueuse. Nous sommes à la ressemblance de ceux qui nous ont engendrés en tant qu'État, nation. Un Gabonais est un assimilé. C'est un Français qui s'ignore. Merde à la fin. Les trois quarts de ceux qui nous gouvernent depuis des générations au Gabon, ils sont diplômés d'où? C'est pas des grandes écoles internationales françaises? Hein? Quand tu regardes le parcours de Maganga Moussa, vous savez demeurer? Qui tu appelles s'ils ont raté leur vie avant? Tu as fait le tour de tous ceux qui critiquent aujourd'hui la politique mise en place par le système Bongo PDG pour déduire et conclure qu'ils ne sont tous que des demeurés. Tu vis au quotidien avec nous? C'est toi qui payes nos charges? Oligui nous demande de rentrer. Est-ce que c'est Oligui qui nous a envoyés à l'étranger? On lui doit quelque chose? Je pose la question de savoir si nous devons quelque chose à Oligui. Pour que, quand Oligui nous donne un mot d'ordre, nous, on exécute. Parce qu'on a peur de lui. Parce que nous lui sommes redevables. Pendant qu'il était en train de diriger la garde républicaine au Gabon, il était venu nous demander notre avis, n'est-ce pas? Je vais essayer de relancer sur TikTok. N'est-ce pas, Lucas? C'est pour ça quand il donne le mot d'ordre, le groupe des moutons qu'il a laissé à l'extérieur du Gabon, qui vivait aux dépens de lui son argent, quand il nous demande de venir et puis on va le suivre, on va partir. On va aller faire quoi? Oligui a fini de régler les problèmes de situation de chômage ou bien tu n'as pas accès aux réseaux sociaux? Toi, ton réseau social là, c'est seulement faire le tribalisme. Tu ne vois pas ce qui se passe là? Oligui, ça ne va pas? Hein? Qu'il est contesté? Parce qu'il n'arrive pas à pallier à la situation de chômage et surtout des questions de cherté de vie. Tu ne vis pas au Gabon? Tu vis au Gabon, non? C'est pas dans ce même Gabon-là qu'on a fait de multiples concours sur concours et concours sur concours. On n'arrive toujours pas à situer et les premiers, comment on appelle ça? Les premiers concurrents ou concurrents. Et vous ne faites que multiplier, sachant que les financiers extérieurs avaient déjà interpellé une très grande partie de la classe dirigeante gabonaise en disant que l'administration ne peut plus être le premier employeur au Gabon, le premier secteur privilégié de l'emploi au Gabon, parce que l'expérience en administration économique nous a démontré que la fonction publique ne crée pas des richesses. Répète après moi. Tata Huguette a dit, qui dort dans le salon des gens, qui est une ratée de la diaspora, t'as appris aujourd'hui que travailler dans la fonction publique ne crée pas des richesses. Il nous faut des champions nationaux en matière de diversification économique. Parce que la fonction publique ne peut plus. Elle n'a ni les moyens en termes de structure administrative et ni les moyens conséquents en termes de dette. Ça rentre dans le compte de la dette intérieure. L'État doit trop. Il y a un problème aujourd'hui entre les partenaires stratégiques de l'État, en particulier dans le milieu de la santé. On a dû suspendre la sécurité sociale de la santé parce que l'État gabonais n'arrive pas à exonérer de ses dettes vis-à-vis des partenaires.
du milieu de la santé. Est-ce que le volume est bon? Tu nous parles de Percy Sessono. Percy Sessono a créé combien d'emplois en diaspora? Dis-nous un peu. Il emploie combien de Gabonais à sa charge? Toi, tu veux qu'on fasse une investigation pour te montrer les Gabonais qui ont bien réussi en diaspora, qui forcément ne font pas des lives, qui sont même capables aujourd'hui d'assurer la fonction qu'il est en train d'usurper là. Tu nous parles de quoi? Pourquoi tu résumes aujourd'hui la situation de Persis au fait qu'il ait mis sa voiture à ta disposition pour t'emmener acheter la nourriture quand tu allais marcher au Trocadéro? Tu as arrêté de marcher au Trocadéro depuis combien d'années? Et le fait que tu aies arrêté de marcher au Trocadéro a déjà changé la vie de qui? Ça a fait quoi les gens ont vu? Hein? Toi, tu sais combien de Gabonais n'ont peut-être pas eu envie d'aller apprendre à l'extérieur, qui ont été formés là des purs produits du système académique au Gabon, qui sont en situation de chômage depuis plus de 10 ans, 20 ans, qui sont obligés de se reconvertir dans un autre secteur d'activité, sachant que vous gardez les Gabonais confinés, même malgré que la pandémie mondiale a été levée partout dans l'humanité, le Gabon est l'un des seuls pays qui a continué avec le confinement pour des questions politiques et militaires. Tu parles de quoi en fait? Est-ce que c'est parce que tu es muni d'une bouche que tu te trouves dans l'obligation de parler de tout ce que tu vois? Ou du moins tu entends. Est-ce que tu t'es assis au-delà? Tu as été objectif, tu as enlevé le fait que Percy soit fond et que tu te sois posé la question de savoir, ok, de manière objective, je vais écouter. Qu'est-ce qui est réellement reproché à Percy et Sono? Tu défends la thèse selon laquelle il serait un Gabonais. Mais qui a dit qu'on le combattait parce qu'il n'était pas Gabonais? Qui a dit que parce qu'on est Gabonais, qu'on est excepté ou exempté, pardon, qu'on est exempté de toute faute ou de toute remarque? C'est qui? Qui t'a appris ça? Qui a fait couler le Gabon aujourd'hui? Oui, la Légion étrangère est venue voler. Mais au-delà de ça, qui a ouvert la porte à la Légion étrangère au Gabon? C'est nous-mêmes les Gabonais qui avons fait le lit de la gabégie, du désordre collectif qu'il y a eu à la tête de ce pays. On parle de combien de milliers de milliards dilapidés en moins de 15 ans. C'est qui a fait le son? Ce sont les Gabonais, non? Pourquoi c'est que les Gabonais disent « te fait mal » mais Africa Intelligence, qui est un journal extérieur, ne te fait pas mal. Pourquoi tu ne t'en prends pas à eux? Tu es citoyen français, non? Va poursuivre Africa Intelligence. Si Persis se sent lésé dans les critiques de ce journal-là, mais il est libre. Libre à lui de saisir la justice pénale internationale pour diffamation, pour dénigrement personnel sur son parcours, qui apparemment serait avéré, mais non prouvable. Nous sommes à l'ère du numérique. Est-ce que tu sais que c'est une banque de données? Ça veut dire que même moi, Tata Huguette, là, si je parle là, tu es capable, il y a des sites ici, tu payes 10, 15, 20, 30 dollars, l'équivalent de 25 euros, ou parfois 20 euros. Tu es capable de voir quel genre de citoyenne je suis. Tu insinues que les gens qui dorment dans les salons des gens, parce qu'on dort dans les salons des gens, que c'est quoi? On est préjudiciable. Il y a une justice qui va nous condamner dans l'humanité là parce qu'on dort dans les salons des gens. De quoi tu parles? Où se situe le débat en fait? Donc, quoi tu nous emmènes? Tu as déjà vu de toutes les personnes là qui portent des critiques vis-à-vis du système en place, en dehors de quelques deux tondus, trois pelés. Tu as vu quelqu'un avec comment on appelle ça? Comment on appelle le truc là? Un casier judiciaire. Toi, tu sais quel genre de citoyens nous sommes à l'extérieur de notre pays. Moi, personnellement, ou Dana, moi, je te parle là, je n'ai jamais été interdite bancaire. Malgré le fait que je n'avais pas de papier à un moment donné. Je n'ai jamais eu de problème. Je suis solvable. Au jour d'aujourd'hui, tu m'appelles. Je te mets ma cote de crédit. Moi, j'ai le crédit des blancs. Pourquoi? Parce que c'est vrai, je n'ai pas beaucoup, mais j'honore mes dettes auprès de la société. Ça veut dire que, à force de build mon crédit, d'ici 2 à 3 ans, je serai
éligible même pour souscrire pour l'achat d'une maison. Parce que quand tu veux acheter, à un moment donné, la banque, pourquoi la banque te prête? La banque te prête parce que la banque investit sur qui tu es. C'est comme ça, tous les systèmes au monde fonctionnent sur la crédibilité du parcours d'un individu. Nous vivons dans des sociétés très exigeantes au jour d'aujourd'hui. Pourquoi quand il s'agit de l'État gabonais, vous voulez banaliser, tribaliser la situation? Parce que les gens du Haut-Togo ont fait que c'est forcément bon. Donc c'est pour ça qu'il fallait convoiter le pouvoir pour aller dans la continuité. Je suis matin, midi et soir ici en train de crier sur les lutteurs Abouna. C'est les gars du Haut-Togo. Je pouvais aussi me rallier, rejoindre les rangs. Commencer à faire le larbinisme, le kounabilisme. Mais pourquoi, au jour d'aujourd'hui, on se met contre les grands frères? Parce qu'on se dit, non seulement vous nous laissez un héritage commun, dont nous ne sommes forcément pas instigateurs et acteurs dans ça. Il faudra dealer avec ça. Oui, Ragnar, viens t'asseoir, c'est de toi qu'il s'agit. Je suis en train d'épiloguer sur la vidéo que tu as eu à faire. Tu vas écouter, le live va commencer, mais comme tu viens d'arriver, je vais reprendre certaines parties. Quand je conspire, je condamne avec la plus ferme attitude. Comment il s'appelle Koubdje, Yann. Tu connais qui est Yann pour moi? Lorsqu'il était trésorier payeur du Gabon, j'ai dit que non, Yann ne gère pas bien. Il n'a même pas le... Moi, j'ai repris Yann ici, je peux te sortir les postes de Franck Yann Koubdje. J'ai dit non, il n'est pas éligible. C'est pas parce que c'est un gars qui a géré les comptes privés de la famille Bongo à la banque, à la BGFI, qu'il sera éligible au poste de trésorier payeur. Il y a eu même des clashs entre nous où on s'est retrouvés dans les inbox de Pascaline pour dire que mais pourquoi tu laisses Betty envoyer Yann là-bas? Yann ne va pas bien gérer l'argent de l'État gabonais parce qu'on estime qu'il n'a jamais fait l'école du trésor. C'est un banquier et il vient d'une banque privée. Là, nous parlons de la comptabilité publique d'un pays. C'est la caisse publique de l'État. Toi, tu connais qui est Yann pour moi? Yann, c'est mon frère. Nous ne sommes pas beaucoup, les peuples de Franceville là. Les gens font des amalgames, ils pensent que Franceville c'est pour les Tékés. C'est pas pour les Tékés. Franceville c'est pour nous. Vous allez trouver les Bahumbu, vous allez trouver les Ndoumou, vous allez trouver les Ndassa, les Bakaningi. Si j'ai oublié encore, citez-moi. Nous ne sommes pas beaucoup. Et nous avons commencé à dire au Téké de Ngoni qu'on ne veut pas des ramifications avec vous. Parce que l'addition est largement salée au niveau des Bongos là. On en a marre. C'est quelques familles qui se partagent les privilèges dans le Haut-Togo. Et au niveau de Franceville. Moi, j'ai parlé à Yann quand Yann est devenu trésorier payeur. J'ai dit, Yann, là où tu es parti trouver les Batékés, sache que tu vas assumer. Parce que tu ne vas pas nous emmener avec toi. L'histoire d'aller s'asseoir dans... Nous tous, nous savons comment la nomination de Yann s'est passée. C'est le copinage. Au jour d'aujourd'hui, quel est le bilan? Après le passage de Yann Koubdje à la tête de la comptabilité publique du pays, Fabrice Bongo, dit Fabrice Anjoua, fils de Marie-Madeleine Bouronso, quand il a été à la tête du budget, on a tapé du poing sur la table. Pour dire que Fabrice, on sait que c'est un gars qui a chômé au cul. Lui, il s'est battu pour faire la santé au Gabon. Du jour au lendemain, on n'a pas compris comment il s'est reconverti dans le milieu de la finance. On prend un aussi haut poste de fonction comme directeur du budget. On prend ça et on donne ça à Fabrice Anjoua. Aujourd'hui, il y a un scandale qui est en train de vouloir être étouffé parce que ça concerne des enfants de bonne famille. Et c'est des Gabonais, hein, s'il vous plaît. Plus de 300 milliards détournés entre le budget et le trésor public. Ils sont en train de gérer ça entre enfants de bonne famille. Le fils de Bouronso a fui, il se trouve à Dubaï. Oui, le live c'est pour toi. Le live est à toi parce que ce que j'ai écouté,
dans le truc que tu as eu à faire, où tu mentionnes Thibaut Adjatis, en fait, déjà, j'étais comme, chargée. J'étais déjà chargée, en fait, sur beaucoup de trucs que tu balances dans l'atmosphère. En insinuant que, oui, en tout cas, on attaque Oligui. Si on attaque Oligui est fort. Moi, j'ai vu les posts là. Je n'ai pas parlé de ça parce que je me suis dit que, oh, you know what, I don't care. Mais je vois en fait ce que tu es en train de créer. Je ne dis pas que tu es l'un des instigateurs. C'est-à-dire que vous voulez créer un petit truc là, que dès qu'on veut s'en prendre à un frère, on dénonce, vous emmenez ça dans le communautarisme. Je vous dis chiche. Clairement, big time. On parle de Persis parce qu'on estime que Persis n'a pas les compétences requises pour gérer le fonds d'investissement. Gabonais, c'est un fonds très important. Au niveau de la comptabilité publique, c'est le fer de lance de l'économie gabonaise. Ça veut dire que dès qu'on vend le pétrole, on vend le manganèse, on vend l'uranium, tout ce que nous vendons en matière de sources officielles, en matière de ressources au niveau de l'État gabonais, on retire un pourcentage dans cet argent et on place ça dans ce fonds-là. C'est une banque de réserve. Et pour administrer ça, il faut répondre à un certain niveau de critères. Quand nous prenons le profil du prédécesseur que Persis, auquel Persis succède, on prend Persis, mais amenez-nous les preuves de ce que vous racontez. Non, on va faire comme ça, Lucas, je n'ai peur de personne, je te réponds. Pourquoi je ne vais pas te répondre en fait? J'ai peur de toi, non? Je te réponds. Je dis non, tu en fais trop. À un moment donné, ça commence à bien faire. Et c'est un truc que tellement on entretient, et ça va pourrir. Et au moment où ça va dégénérer, ben, les gens auront été là assis, ils vont se demander, ah mais comment ça? Non! Tu ne peux pas tribaliser la situation. Non, 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 non. Va faire ton live, tu vas me répondre. Tu ne montes pas ici, j'analyse ton discours. Ne monte pas sur mon live. Mais vous avez le vampire. Persis qui a toujours, je dis bien toujours, quand il arrive au Troca, frais. Nous sommes en 2016, 2010. Lucas, je veux comprendre. C'est parce que Persis est arrivé au Trocadéro frais qu'il doit être à la tête du fonds d'investissement. Je veux comprendre en fait. Est-ce que c'est parce que tu es frais que tu dois occuper cette fonction ou c'est parce que tu es compétent? Je veux comprendre en fait. Qu'est-ce que la fraîcheur et le Trocadéro viennent faire sur la fonction qu'il occupe au jour d'aujourd'hui? Donc parce que l'autre ne venait pas au Trocadéro, son successeur ou d'autres Gabonais, font même comme toi, qui ont des meilleurs profils, ne peuvent pas venir occuper cette fonction parce qu'eux, ils ne venaient pas au Trocadéro en fait. Je veux comprendre où ils n'étaient pas frais ou parce qu'ils ne venaient pas en diaspora. Mais tu emmènes le discours, tu emmènes le débat à quel niveau? Donc, tu veux nous dire aujourd'hui que le leitmotiv principal du profil ou du mobile qui a réussi à convaincre Oligui, et en particulier Osiman, c'est parce que c'est un gars du Trocadéro. Donc, tu veux nous dire aujourd'hui que parce qu'on a fait le Trocadéro en France frais, que nous tous, on peut se lever maintenant, aller dans la diaspora, mentir sur notre parcours et occuper des hauts postes de fonction. C'est ce que tu veux dire en fait. Les gens connaissent Persis. Et si on n'a jamais attaqué Persis personnellement dans ce qu'il fait depuis un certain nombre d'années, c'est parce qu'on estimait que ce n'était pas utile d'en parler. Personne ne veut qu'on ramène la vie privée de tout un chacun dans les réseaux sociaux. Mais là, nous parlons quand même de quelqu'un qui traîne des casseroles au niveau même juridique et judiciaire. Sa belle-mère a parlé aujourd'hui, non? Esta Coco. Elle est femme comme vous, non? Elle dit que si Persis et Sono essaient de faire tchac, le 6 va devenir 9. C'est ce que Esta Coco est en train de dire. Je ferme TikTok, venez sur Facebook, bye. Vous plaignez trop que ça bug, je n'ai aucune
je ne... machin. Esta Coco dit que Persis a abusé de sa fille. Esta Coco dit qu'elle va même aller au Gabon pour amener les preuves juridiques de ce qu'elle apporte comme argument. C'est parce que c'est notre frère gabonais qui a le droit d'abuser des gens et qu'il bénéficie d'une certaine omerta. Je me pose la question de savoir en fait, mais la vérité c'est quoi? C'est qu'on a toujours été même solidaires aux frangins parce que c'est notre frère d'armes. Les cyberactivistes n'ont jamais voulu se mêler des histoires personnelles de Persis. C'est pourquoi ces histoires ne se sont pas retrouvées devant la place publique. Ce n'est pas les occasions qui ont manqué. Mais on s'est dit que quelle est la plus-value de venir parler d'une affaire personnelle? Oui, vous vous êtes aimés, vous vous êtes côtoyés, fréquentés. S'il a abusé de vous, allez dans les tribunaux. Pourquoi le cyberactivisme va devenir un champ de bataille qui fera pour cause principale l'épiloguement de la vie personnelle et les déboires de Persis, Lionel et Sono? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas parlé qu'on n'a forcément rien à dire. C'est quoi le problème? Moulenda nous lave ici depuis des années. Il dit que les extrémistes téqués. Tu as déjà vu les gens venir faire les lives pour dire que oui, Moulenda, pourquoi tu parles de... Moulenda lave les gens ici. J'ai même des parents qui sont déjà passés chez Moulenda là-bas, au balcon. Je me rappelle celui qui était ambassadeur au Canada là. Comment il s'appelle notre frère là, l'ex-ambassadeur là. Vous qui êtes les Canadiens, écrivez ici. Mais Moulenda l'a lavé. C'est un grand frère. Voilà Colette Rebouka qui dit qu'elle est témoin de l'histoire de Persis et Sono et de la fille de Esta Coco. Esta Coco, c'est pas notre tata du Trocadéro qui faisait les marches avec nous. C'est pas à cause du Trocadéro là qu'il a eu accès à Esta Coco et sa fille. Mais tu es venu ouvrir la boîte de Pandore. C'est pourquoi je dis que ça aurait été plus judicieux même de ne pas entretenir ce discours-là. Parce que maintenant, c'est maintenant que la vie privée de Persis et Sono, l'épreuve de tout ce qui a toujours été caché, sera jetée à l'opinion publique. Peut-être que, puisque c'est des bandits qui dirigent la République, ne tiendront pas compte de ça, mais l'opinion sera néanmoins mise au courant de ce qui s'est toujours passé au préalable entre Persis et ses fréquentations. Il arrive, on dit qu'on doit cotiser. Les gens comme Adjatis, même pas 5 francs ils donnaient. Moulenda, n'en parlons même pas, parce qu'il n'avait pas l'argent. Il venait d'arriver, il était encore noir, avant qu'il ne devienne clair, comme il est maintenant aujourd'hui conduire. Mais la vérité, c'est celle-là. On ne vous le dit pas. Beaucoup, aujourd'hui, ont raté, parce que si vos vies étaient exemplaires, vous devez nous montrer comment vous avez travaillé, comment vous avez des voitures, comment vous avez réussi. Mais comme c'est rien, vous passez vos vies sur les réseaux. Tu sais, Lucas, tout est une question d'éducation. Moi, je viens d'un milieu où, certes, c'est vrai, la famille de ma mère, ce sont des enfants qui sont comme des enfants ordinaires. Leur mère n'avait pas énormément d'argent. C'était une enseignante et leur papa était garde républicain. Mais ce sont des femmes qui ont bien réussi dans la société d'aujourd'hui. L'un des principes que je garde, en tout cas, moi je te parle de mon éducation, c'est que c'est interdit chez nous de montrer son niveau de vie. Pour nous, on estime que c'est les parvenus qui font ça. Parce que le vrai argent n'aime pas le bruit. Une fois, j'ai écouté l'une des rares interviews du patron de Rolls-Royce. Les journalistes américains lui posaient la question de savoir pourquoi est-ce que il ne faisait pas trop de publicité sur ses voitures. Tu sais ce qu'il a répondu? Mais c'était hilarant. Il dit, parce que
les acheteurs de Rolls-Royce ne regardent pas forcément la télé en permanence. Quand tu regardes aujourd'hui l'une des plus grandes fortunes, comment il s'appelle? Celui qui a Louis Vuitton, tout ça là. C'est Renault. Hein? Tu peux me donner un post de lui où il fait la propagande de ce qu'il détient. Les plus grandes fortunes de ce monde entier, qui c'est officiel et c'est prouvable. Tu peux me donner les vidéos de ses parents, de lui et ses parents, Dangote là. En dehors du fait que des fois on le voit dans des mariages, dans des cérémonies. Tu peux me donner des vidéos de Dangote où Dangote s'exhibe. C'est de l'exhibitionnisme. C'est comme ça on le dit en français. Et c'est les parvenus. Ce sont des gens qui veulent forcément prouver quelque chose à l'opinion, qui sont dans l'obligation. C'est-à-dire, même quand tu arrives à un certain niveau d'influence au niveau de l'argent, tu sais comment les riches savent que tu n'es pas de leur milieu. Ce que tu feras,